Quand c'est rouge, ça veut dire qu'on est à l'antenne. Quand c'est rouge, ça veut dire qu'on est à l'antenne. Attention. Ok. Tous les jours en semaine, l'émission proposée par Florence Sueur, présentée par Florence. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au bar de l'économie sur IDFM Radio Anguin. Effectivement, aujourd'hui, c'est Dominique Flora qui est au micro. Je suis accompagné de Philippe à la technique et je dois vous dire que je suis très heureux de vous retrouver après cette période de confinement. Un grand merci pour votre fidélité car je sais qu'un grand nombre d'entre vous a suivi les émissions de Florence Sueur. Bien sûr, vous pouvez nous écouter en vidéo comme d'habitude, vidéo live via Facebook, page bar de l'économie ou en web radio idfm 98.fr et en FM 98. Et pour réécouter cette émission, vous vous connectez sur la chaîne YouTube Bar de l'économie. Alors les thèmes du jour, bien écoutez, les thèmes du jour sont le commerce avec les pays sous sanctions économiques, les États-Unis avec le développement du mouvement Black Lives Matter et les élections présidentielles qui vont arriver en fin d'année, et le rôle et le poids des réseaux sociaux dans la vie sociale avec les interactions internationales. Mais avant de parler de tous ces sujets, dans le cadre de notre partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise, comme nous le faisons tous les jours depuis quelques émissions, nous avons notre chronique « Un jour, un centre-ville, un resto », car dans la période actuelle, nous voulons donner un coup de pouce à l'activité des cafés et restaurants qui vivent des moments très particuliers. Alors aujourd'hui, nous sommes avec Hakim Zaoui, propriétaire du restaurant La Table Méditerranéenne à Persan dans le Val d'Oise. Bonjour Hakim Zaoui. Bonjour Philippe, bonjour Dominique. Pour commencer notre interview, je pense que vous êtes soulagé suite aux annonces d'Emmanuel Macron d'hier qui annonce l'ouverture dès aujourd'hui de tous les cafés-restaurants. Soulagé, oui et non. Parce que dans la zone où je me retrouve, ou l'adresse où je me retrouve, je suis un petit restaurant. Donc selon la distanciation sociale, et qu'est-ce qu'ils vont nous obliger en fait à faire, qu'aujourd'hui j'ai que 30 places dans mon restaurant. Combien vous en avez? J'ai 30 places dans mon restaurant. Donc j'espère qu'on aura du beau temps pour qu'on puisse profiter de la terrasse, que notre maire et puis nos services municipaux, ils nous ont accordé donc l'esplanade en face du restaurant. Donc on invite tous nos clients qui viennent profiter, voilà, si on a la chance d'avoir du beau temps. Alors, pour votre restaurant, vous pouvez nous présenter un petit peu votre restaurant, l'histoire de ce restaurant, quand est-ce que vous l'avez créé? Alors, l'histoire de ce restaurant a été créée depuis septembre 2016. Donc en septembre, on va voir sa 4e anniversaire. J'ai créé ce restaurant avec ma femme et puis voilà, on a réussi à joindre notre chef respectif avec lequel j'ai travaillé pendant 5 ou 6 années. Et la création de ce restaurant, donc suite à plus de 20 ans d'expérience dans la restauration et aussi parce que voilà, on a fait l'objet, en gros, et puis l'investissement de faire un restaurant sur Persan parce que dans le secteur où j'ai travaillé avant, j'étais sur le secteur de l'Isle-Adam. J'ai beaucoup de clientèle qui travaille en fait. Persan, il est situé au centre de 13 communes aux alentours, qui est entouré de beaucoup d'entreprises, beaucoup de banques, des gens, ils ne savent pas où aller manger. Et donc vous vous êtes dit, je vais ouvrir un restaurant. J'ai toujours ce restaurant-là, ça permet à ces gens-là de venir à Persan, ça leur fait gagner 20-25 minutes à table au lieu de les passer sur la route. D'accord. Donc ça c'est premièrement. Deuxièmement, c'est pour voilà faire savoir qu'à Persan, parce qu'à Persan, voilà, tout le monde connaît, on a que des sandwicheries, que des pizzerias et tout ça. Aujourd'hui, il y a des gens qui connaissent pas Persan, qu'ils se font inviter sur Persan pour manger dans un restaurant, ils disent ah, est-ce qu'il y a un restaurant sur Persan? Donc voilà, on a essayé de faire un beau truc et un bon truc. Bon, je parle de un bon truc parce que voilà, je fais une petite formule qui est composée de 5 entrées, 5 plats et 5 desserts qui change chaque semaine. Alors dites-moi, votre restaurant, il s'appelle La Table Méditerranéenne. Ça veut dire qu'il y a des spécialités méditerranéennes? Alors, c'est des spécialités savoureuses méditerranéennes. Et puis, voilà, et il faut que vous veniez voir Dominique. Il faut que vous veniez goûter. Donc, voilà. On fait des plats voilà, de toute la région de la Méditerranée, du Maghreb. On fait des spécialités poissons, on fait des grillades, on fait des salades de toutes sortes.
On fait des desserts aussi maison et toute notre production en fait c'est maison et puis locale. On travaille avec le primeur de la ville, on travaille avec la boucherie de la ville, on travaille avec le poissonnier aux alentours, les deux poissonniers aux alentours de notre ville. Et puis pourquoi j'ai dit qu'on fait une formule 5 entrées, 5 plats et 5 desserts? Parce qu'on est ouvert 5 jours dans la semaine. Oui, alors ça, je voulais vous demander. Donc, vous avez plutôt une clientèle du midi ou vous avez une clientèle midi, soir? En fait, j'ai une clientèle du midi, la clientèle du bureau. C'est la clientèle du midi. Et on a 45 minutes pour servir ces gens-là, donc on est très 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 rapide au Ils arrivent tous en même temps. Ils arrivent tous en même temps. Et après, aujourd'hui, comme on a une clientèle fidèle, donc ils savent qu'ils peuvent venir manger chez nous à partir de 13h. Les familles ou les amis ou les gens qui connaissent le restaurant bien maintenant, ils viennent à partir de 13h, 13h30 manger. Donc ça nous permet de faire le premier service pour les gens qui travaillent, qui quittent leur travail à midi 10, ils sont chez nous. Et à partir de 13h, donc on sert les gens. Mais ils sont quand même gentils, vos clients. Hein. Bah écoutez, ils sont adorables et grâce à eux qu'on se maintient aujourd'hui. Parce que je les remercie beaucoup parce qu'on a été beaucoup soutenus par nos clients, par nos fidèles clients en fait, pendant cette période de confinement aussi. Alors, dites-moi, donc vous avez bien sûr pris de plein fouet le confinement pendant les 59 jours et même encore aujourd'hui. Comment vous avez vécu cette période-là? Qu'est-ce que vous avez fait? Dur, difficile. Mais si on n'aime pas ce métier, si on n'a pas l'amour de ce métier, en fait, on résiste pas. C'est pour ça, donc, on entend des fois qu'il y a 3-4 restaurants qui ferment malheureusement en France. Moi, j'imagine, je suis un nouveau sur le secteur de patronat. En gros, ça fait moins de 4 ans. Mais j'imagine le pire, c'est après. Donc, aujourd'hui, toutes nos charges elles sont reportées. Donc, on aimerait bien que ça soit effacé. Donc ça c'est la première des choses. On a eu la régularisation de TVA au mois de mai, donc on a tout payé. Ce qui fait qu'on a creusé sur nos économies personnelles. Il y a certains de nos collègues qu'on connaît qui ont vendu leur voiture personnelle pour qu'ils puissent fermer les trous. Donc on a des aides. En gros, voilà, on a le chômage partiel. Nous, on est 3 à travailler. Donc, voilà, moi, j'ai 2 salariés donc, qui sont au chômage partiel. Moi, je n'aperçois pas de salaire. Donc, voilà, j'ai rien aujourd'hui. Et puis, à côté, voilà, on vit le jour au jour. Donc, mais alors, ça veut dire que vous espérez que ça reparte vite, en fait, hein? Ça, c'est notre grande espérance. Et puis, espérons aussi voir le beau temps pour cet été, pour qu'on puisse, voilà, parce que pour les gens comme nous, qui n'ont pas une grosse capacité pour travailler, si on divise la capacité de la salle en 2, c'est clair et net qu'on ne peut pas travailler à 3 déjà. Et si on n'a pas du beau temps, de toute façon, on ne peut pas. Là, heureusement que j'ai le soutien de ma femme et le soutien de mon chef, donc aujourd'hui, qui travaille à mes côtés. Sinon, voilà, on s'en sort pas. Et qu'est-ce que vous avez fait alors pendant le confinement? Vous avez complètement fermé? Vous avez attendu que ça se passe? Vous avez fait de la vente à emporter? En fait, pendant le confinement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai jamais resté sans travail depuis plus de 25 ans. Donc, j'ai jamais, quand j'arrête de travailler, c'est pour partir en vacances avec mes enfants et ma femme. Donc, le reste du temps, il faut que je travaille. Pendant 15 jours, j'ai travaillé, mais j'ai travaillé chez moi. Du coup, on a fait un petit peu de jardinage, on a fait un petit peu de peinture et tout ça, comme tout le monde, le début de confinement. Après, on a travaillé en partenariat avec, on a un bon partenariat avec la MJC. Donc, c'est la maison des jeunes de personnes qu'ils ont récolté un petit peu d'argent. Et puis, avec cet argent-là, on a acheté un petit peu de marchandises pour aider ou, en gros, pour livrer des repas à des gens qui travaillent pendant que nous, on était confinés. Ces gens-là, c'est les infirmières des hôpitaux. L'hôpital de Beaumont, l'EHPAD de Beaumont-sur-Oise et l'hôpital Saint-Martin. Et on a livré aussi des repas aux pompiers de Chambly, aux pompiers de Persan, parce que ces gens-là, voilà, ils travaillent pendant que nous, on était confinés. Du coup, on a pensé à faire quelque chose pour, voilà, pour monter le moral de ces gens-là, parce qu'ils étaient présents pendant notre confinement. Et c'est vrai qu'on voyait d'ailleurs hein, dans les reportages à la télévision, même à la radio, qu'il y avait quand même un soutien social sur certaines populations qui avaient des métiers où elles étaient extrêmement impliquées.
et qu'il y a eu quand même un bon soutien social et vous en faites partie. C'est ce que vous avez fait avec votre restaurant, comme vous avez pu avec ce que vous aviez. On a fait avec ce qu'on a pu parce que avec la MJC, en fait, on a fait un sondage sur les hôpitaux qui ont vraiment besoin. Pontoise, on a vu qu'il y a un bon entourage à Pontoise, il y avait beaucoup de familles, il y a beaucoup de gens qui apportent des repas. Du coup, on n'a pas fait pour Pontoise. Mais Beaumont, ils avaient vraiment besoin. Et puis, on a senti les applaudissements vers les balcons de l'hôpital qu'on a été à Saint-Martin. Ça nous a très marqué parce que nous on part et les infirmières elles pleuraient. Donc Oui. ils nous applaudissaient et tout ça. On leur a dit non, c'est vous qui méritez l'applaudissement, c'est pas nous. Nous on a fait voilà ce qu'on a pu faire. Et puis voilà, j'espère que C'est votre satisfaction voilà. en fait ça, d'avoir c'est pu ma aider ces satisfaction. gens-là. Et puis, au bout de 45 ou 47e jour, j'ai été appelé par le service, l'administration commerciale de la mairie de Persan pour me dire que ce que je fais, tout ça, voilà, pour voir un petit peu de mes nouvelles, parce qu'il y a certains de nos clients qui ne savaient pas mes coordonnées personnelles, donc ils appellent la mairie pour apprendre de nos nouvelles. Et on m'a dit, bah, faites un petit peu d'emporter, parce qu'il y a des gens que, voilà, qu'ils ont besoin de voilà d'apprendre de vos nouvelles. On a fait un petit peu d'emporter pour prendre un petit peu la température avec nos clients et puis voilà les revoir petit à petit. Alors Hakim Zaoui, vous allez réouvrir aujourd'hui, hein? J'ouvre demain. Ah, donc Comme je suis fermé le dimanche et lundi, donc voilà, aujourd'hui ça me permet d'être avec vous. On Moi, ouvre demain. Je ne vous connaissais pas, donc j'ai fait votre connaissance aujourd'hui, mais c'est vrai que vous avez l'air très motivé et très positif par rapport à ce qui est devant vous. Alors, qu'est-ce que vous allez proposer à votre client? Vous allez faire des choses particulières ou comment vous Alors nous on travaille chaque semaine on travaille en fait à une nouvelle formule. Nos formules, comme je vous ai dit, on est ouvert 5 jours dans la semaine, donc du mardi au samedi, midi et soir. Ça permet aux gens qui viennent manger 2-3 fois par semaine de changer au lieu de faire un plat du jour qui change tous les jours. Nous on leur fait le choix de 5 entrées, 5 plats et 5 desserts. Donc toujours dans la composition de nos entrées, nos plats et nos desserts. Dans nos entrées, nos plats, il y a toujours des poissons, il y a toujours de la volaille, il y a toujours de la charcuterie, il y a toujours du saumon, il y a toujours des choses que tout le monde trouve ce qu'il aime. Et vous avez préparé des choses particulières pour cette première semaine ou pas? Pour cette première semaine, on prépare un très bon accueil avec un très grand sourire. Et puis voilà, ils savent ce qu'ils attendent, ce qui les attend les gens. Ils savent très bien parce que j'ai un très bon chef qui prend très bien soin de mes clients. Et puis voilà, et puis nous aussi on est là donc avec ma femme pour les accueillir et puis prendre soin d'eux aussi. D'accord. Et côté, parce que bon, les cafés, les restaurants vont réouvrir, mais il y a quand même encore une réglementation sur le côté sanitaire. Comment vous vous adaptez? Qu'est-ce que vous allez faire, vous, sur le côté sanitaire? C'est ce que j'ai dit. Moi, le seul truc, que je divise ma salle aujourd'hui en deux, ce qui fait que je vais me retrouver avec 15 ou 16 places au lieu de 30. Comme l'ouverture là, même en terrasse, donc on a mis en place le gel hydroalcoolique pour se laver les mains. On a mis le nettoyage de toilettes régulièrement, les nettoyages des poignées de porte régulièrement. On sert avec des masques, on cuisine, tout le monde est en masque et gants. Et voilà, les mesures sanitaires qui sont appliquées par tout le monde. Et puis voilà, les règlements en carte bleue, on évite de prendre les espèces et tout ça. Donc voilà, on a mis tout en place pour... vous l'aviez évoqué tout à l'heure, donc vous allez fonctionner à 50% de votre capacité. Est-ce qu'en fonctionnant comme ça, vous arrivez à équilibrer votre affaire et à tenir? À équilibrer, je pense pas. Comme je vous ai dit, moi, oui, à équilibrer, non, je pense pas. C'est parce que, voilà, aujourd'hui, on a un loyer à payer. Oui. On a des charges à payer. On a, en gros, on a du lourd de charges. C'est ce qu'il nous faut aujourd'hui. Voilà, c'est un petit soutien moral déjà avant tout. Et puis moi, ce que je souhaite aujourd'hui, le seul truc que je souhaite, c'est que voilà, ce report de charges, on aimerait bien avoir, on aimerait bien avoir une fin pour cette reporter ouais. Jusqu'à quand? Est-ce qu'on aura une annulation ou on n'aura pas d'annulation? D'accord. Pour savoir ce qu'on fait, est-ce qu'on va vendre ce qu'on a à vendre pour payer, parce qu'après, voilà, c'est ce que j'ai dit, que dans 2-3 mois, si l'État nous réclame de payer le retard des charges qu'on a aujourd'hui reportées, donc il va y avoir beaucoup de clés sur la porte de beaucoup de restaurateurs, malheureusement. Parce qu'il y en a déjà, effectivement, vous avez donné le chiffre, mais il y a déjà beaucoup de restaurateurs qui ont mis la clé sous la porte.
le soutien moral, je pense que c'est vos clients qui vous l'ont apporté en venant. Ça, venant on les chez vous remercie, plus ça, on les vite. remercie chaleureusement Ouais. et puis heureusement qu'ils sont là. Ça, c'est la première des choses parce que nos clients, malgré qu'on était fermé, tout ça, via Facebook, parce qu'on communique beaucoup par Facebook, ils n'arrêtent pas de demander de nos nouvelles, ils n'arrêtent pas de nous remercier, ils nous suivent quand on fait la moindre action, comme j'ai indiqué tout à l'heure pour les hôpitaux, les pompiers ou quoi que ce soit, ils n'arrêtent pas de nous remercier, de nous soutenir. Le jour où on a démarré, ils étaient tous là, présents, et puis voilà, donc on les remercie. Et sans eux, de toute façon, on ne sera pas là, ça c'est clair. Alors, quand on a préparé l'émission, il y a un sujet aussi sur lequel je voulais vous interpeller, c'est que vous avez aussi des projets par rapport à ça dans le développement de votre affaire. Alors j'ai un projet, comme mon restaurant il est petit, donc j'ai acquis un local à côté voisin parce que voilà, et j'avais une voisine qui est partie à la retraite et puis le local il est resté, voilà, j'ai fait une proposition au propriétaire. J'ai acheté aujourd'hui, en fait, je vais lancer une nouveauté parce que voilà, moi, autant que commerçant sur Persan, on entend à Persan, il n'y a pas de restaurant. À Persan, il n'y a que des sandwicheries. À Persan, il n'y a que des pizzerias. Vous connaissez pas Persan. Si vous faites inviter par quelqu'un de Persan, vous allez dire, ah, j'entends à Persan que des pizzerias et des sandwicheries. Vous n'allez pas me faire manger une pizza ou une sandwicherie. C'est le cas qui m'arrive souvent avec beaucoup de mes clients. Donc aujourd'hui, avec l'aide de la mairie, avec l'esplanade, donc j'essaye de faire un beau truc, une belle terrasse, voilà, pour attirer un petit peu l'œil, parce qu'on se retrouve dans une grande avenue, premièrement. Et aussi, ce que je voulais faire que je reviens sur votre question, sur mon nouveau projet, je vais faire un bar à pâtes et salades pour sortir du contexte de sandwicherie, etc. Et montrer que voilà, qu'on est capable de faire des belles choses et des bonnes choses aussi sur cette petite ville parce qu'on est servi par, voilà, en fait, on sert 12 ou 13 communes aux alentours. Et vous comptez ouvrir quand alors Si tout va bien, donc j'aimerais bien démarrer pendant la période creuse, mi-juillet, début août, comme ça pour lancer l'affaire tout doucement, comme ça on sera prêt pour la réouverture pour septembre. Voilà, en place toutes les, on aura tout les en place, le personnel il sera bien formé, il connaissait bien la clientèle et puis voilà, et s'adapter à ce qu'on doit faire. Eh bien écoutez, Hakim Zaoui, je vous remercie beaucoup pour votre participation. Je rappelle le nom et l'adresse de votre restaurant, la Table Méditerranéenne à Persan. Personnellement, je vous ai senti très motivé à reprendre votre activité et nous vous souhaitons de retrouver votre clientèle au plus vite, repartir sur le bon pied et pleine réussite pour votre nouvelle affaire. Merci Hakim Zaoui. C'est moi qui vous remercie et en remerciant en même temps la Chambre de commerce et du métier qui nous soutiennent voilà, régulièrement avec ses messages, ses appels et puis la région de l'Île-de-France. Et n'oublions pas notre mairie de Persan Très bien. Et tous les administrateurs. Et pour nos auditeurs, je dis aussi que vous avez gardé le sourire et ça c'est très encourageant. Je nous propose maintenant de prendre un temps de respiration avec une première pause musicale. Ça va ? Alors, oui, très bien. Merci Philippe. Vous pouvez rester si vous voulez. D'accord, très bien. Vous vous mettez face au micro. Vous pensez que je partirai pour une pause musicale ou Je vais m'arranger. D'accord, ok. Et ça, c'est le micro qui enregistre. Là. Parfait. En tout cas, dans tous les cas, bien devant le micro et bien devant le micro. Alors, qu'est-ce qu'on entend là, Philippe? J'en sais rien. D'accord. Ok. Truc Bon, bah, on y retourne, on se prend pas la tête avec ça. Quand c'est rouge, ça veut dire qu'on est à l'antenne. Parfait. Là, on air. Ah oui.
Et bien après cette pause musicale très reposante, je rappelle qu'aujourd'hui au bar de l'économie, nous recevons Hakim Zaoui, qui est restaurateur à Persort de la table méditerranéenne, Sophie Gabillot, qui est avocate au barreau de Paris, spécialisée en commerce international et plus particulièrement avec les pays sous sanction. Nous verrons ce que veut dire les pays sous sanction. Et Jean Studzinska, qui est collaborateur parlementaire au Sénat, professeur de relations internationales et diplomatie à Sciences Po. Alors pour aborder tous ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir nos invités en les remerciant pour leur présence. Sophie Gabillot, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate, c'est ce que je viens de dire. Vous êtes inscrite au barreau de Paris après des études de droit, de langue et civilisation à l'université de Paris 11 et à Édimbourg. Vous avez racheté cette année un cabinet qui s'appelle maintenant LTO Mouchard Gabillot. Vous êtes spécialisé dans le conseil juridique de clients qui commercent ou qui veulent commercer avec des pays dits sous sanction. Vous nous expliquerez tout cela et aussi comment vous en êtes venue à devenir une experte sur ce sujet. Très bien. Jean Studzinska, bonjour. Bonjour. Vous êtes collaborateur parlementaire auprès du sénateur du Val d'Oise, Sébastien Meurant. Vous êtes également professeur de relations internationales et diplomatie à Sciences Po Paris. Et c'est avec vous que nous parlerons des États-Unis. États-Unis que vous connaissez bien puisque vous avez fait une partie de vos études en Louisiane. Vos thèmes de prédilection sont divers et variés, j'en cite quelques-uns. La politique étrangère des États-Unis, de l'Europe et de la France, les relations commerciales entre les grandes puissances, le développement durable et le RSE. J'en ai probablement oublié certaines. Absolument pas. Merci. Alors, ce qu'on va faire dans la première partie, on va regarder ensemble ce que j'ai préparé pour notre rubrique Les infos du jour. Et tout d'abord, nous commençons avec les annonces d'Emmanuel Macron, où il faut retenir principalement que la France passe au vert aujourd'hui, sauf en Guyane et Mayotte, que les cafés-restaurants peuvent rouvrir aussi dès aujourd'hui, que les crèches, les écoles et les collèges rouvriront pour tous à partir du 22 juin avec une présence obligatoire, et puis aussi la levée de l'interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes. Il a confirmé également le déroulement du deuxième tour des municipales, le 28 juin. Il a également affirmé que les policiers et gendarmes méritent le soutien de la puissance publique et la reconnaissance de la nation, après plusieurs jours de manifestations des forces de l'ordre, accusées de racisme et de violence. Pour autant, cela n'a pas semblé satisfaire la classe politique dans son ensemble, qui a eu des réactions très mitigées, voire négatives. Alors je rappelle le bilan au 13 juin du coronavirus en France. Il est de 193 613 cas, près de 11 000 hospitalisations, 871 personnes en réanimation et 29 398 décès. Jean Studzinska, vous voulez faire un commentaire sur cette annonce ? Oui, écoutez, c'est un exercice qui est toujours difficile pour chacun des présidents. On le voit, c'est rarement le cas que ces annonces arrive à satisfaire l'ensemble de la classe politique. Moi, ce que je retiens, c'est une ouverture des restaurants et des cafés tant attendus, surtout dans notre département, qui a été un petit peu le mouton noir de tous les départements, en tout cas en France métropolitaine. Donc, je m'en réjouis. Et en ce qui concerne les mesures de distanciation, ce que je peux dire, c'est qu'il faut continuer à porter nos masques et à utiliser ces fameux gestes barrières, parce que le virus est encore là, on le voit, il reste des clusters, donc gardons-le en tête. Vous avez raison d'insister là-dessus, parce qu'on voit bien déjà en se promenant dans les villes, quelles qu'elles soient, que probablement les gens confondent en fait déconfinement et puis les gestes barrières, et on voit de moins en moins de gens porter des masques, les distances ne sont pas respectées, donc c'est bien que vous vous rappeliez cela. Merci Jean Studzinska. La deuxième information, on change complètement de sujet, c'est l'Allemagne qui mise 9 milliards d'euros sur l'hydrogène. Le gouvernement allemand prend le contre-pied des constructeurs allemands et du gouvernement français en annonçant une enveloppe de 9 milliards d'euros pour l'hydrogène. L'objectif est simple pour eux, c'est de devenir le numéro 1 mondial. Alors que Volkswagen Group, BMW et Daimler communiquent sur la mobilité électrique, ainsi que tous les constructeurs français, avec des investissements qui se comptent en milliards d'euros, l'hydrogène est aujourd'hui l'autre voie potentielle pour la voiture de demain et l'Allemagne espère devenir le leader mondial de la production d'hydrogène. Bon, il faudra malgré tout que les constructeurs suivent, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Récemment, Daimler a confirmé abandonner pour l'instant ses projets de véhicules à pile combustible. L'hydrogène est un vecteur permettant de générer de l'électricité qui servira au moteur. Le rendement de la chaîne est donc clairement plus mauvais qu'un véhicule électrique plus classique à batterie, puisque les pertes sont non négligeables dans une pile à combustible. Mais il faut aussi préciser que l'Allemagne compte produire de l'hydrogène décarboné, ce qui n'est pas encore gagné. La quasi-totalité de l'hydrogène produit aujourd'hui dans le monde provient des sources gazières et pétrolières, et en particulier de méthane. Rappelons aussi que l'Europe a les meilleurs ingénieurs en hydrogène, mais il faudrait que les États s'entendent entre eux. La France, elle s'est mise sur des avions à hydrogène pour 2035, c'est l'annonce qu'avait fait Bruno Le Maire. Un commentaire, Jean ?
Oui, Suzanska? alors écoutez, on n'est pas étonné, hein. À nouveau, le tissu industriel allemand montre à quel point il est puissant et il sait rester avant-gardiste. Moi, ce que je retiens de ces annonces-là, c'est que l'Europe va peser son poids dans la voiture à hydrogène, et c'est bien. Jusqu'à présent, le grand public a été, on va dire, simplement au contact d'un modèle qui est la Toyota Mirai, qui est un modèle très cher, hein, plus de 70 000 euros, même s'il est sponsorisé à droite ou à gauche par des subventions publiques. C'est un modèle quasiment inaccessible pour les gens. Pour moi, c'est une des solutions à combiner avec la voiture électrique ou l'hybride rechargeable qui permettront demain de pouvoir petit à petit sortir du tout carbone. Merci de ce commentaire. On voit en fait qu'il n'y a pas la voie unique, mais qu'il y a plusieurs choix en fait qui sont en train de se développer avec effectivement des investissements sur chacun d'entre eux. Alors là maintenant, on va changer totalement de sujet. C'est sur la région Île-de-France qui vient au soutien des professionnels de la culture les plus touchés par la crise avec 10 millions d'euros d'aide d'urgence pour le spectacle vivant. Tout au long du mois de juin, 4 festivals franciliens, alors je vais les citer, tous les 4. Au programme, il y a pour le premier d'entre eux des jeunes talents qu'elle a accompagnés. Il s'appelle We Love Green. C'est un festival pop-rock du 3 au 7 juin qui sera en ligne sur tout simplement welovegreen.tv. Le principe, les e-festivaliers se retrouveront sur une carte interactive du Bois de Vincennes, qui est le lieu habituel de l'événement, où un programme varié les attend avec des concerts, des découvertes musicales, des prises de parole d'experts, d'ONG et autres. Alors en concert, il y aura Catherine Ringer qui chante les Rita Mitsuko, c'est le 6 juin à 21h. Syndix, Loose and the Yazuka et bien d'autres, avec France Télévisions ainsi qu'une programmation Dance Floor. Ensuite, vous avez du 5 juin au 26 juillet le festival photo qui fait son vrai retour au 104 à Paris dans le 19e. Là, vous aurez à découvrir des clichés de 45 photographes venant de 16 pays du continent. Pour ceux qui préfèrent en profiter de chez eux, il y a une autre possibilité, la version en ligne de l'expo. Du 12 au 21 juin, il y a le Jazz Festival de Maison Lafitte qui est à suivre en live sur Facebook et YouTube avec Anne Passeo, Birelli Lagraine, Vincent Perani et bien d'autres. Et aussi le rendez-vous des séries européennes et de leurs créateurs, organisé habituellement à Fontainebleau, qui se déroulera exclusivement en ligne cette année, du 30 juin au 2 juillet, avec des projections, des études de cas, des masterclass et des rencontres. Rappelons également que la région Île-de-France soutient l'audiovisuel en y consacrant plus de 20 millions d'euros par an. 20 films devaient être financés pour le Festival de Cannes, plus de 120 œuvres de fiction, documentaires ou d'animation sont créées chaque année. Alors sur ce sujet, Sophie Gabillot, vous pouvez nous faire un commentaire ? Oui, particulièrement passionnée du monde du spectacle vivant, en particulier du théâtre. J'ai été très sensible, bien évidemment, à la difficulté qui a été rencontrée pendant cette période de Covid, puisque c'est effectivement, ainsi que pour le cinéma, des secteurs qui ont été très touchés. Je ne peux donc que féliciter cette mesure de soutien de l'Île-de-France et j'encourage tout le monde à participer et à venir à ces festivals qui ont été maintenus et à le plus rapidement possible aller bien évidemment en respectant les mesures nécessaires, mais aller dans les salles de théâtre et repartir voir de jolis spectacles. Merci Sophie Gabillot pour votre commentaire. Alors une dernière info qui concerne le Val d'Oise également, qui concerne en fait le MEDEF 95, qui organise une session en ligne. Cette session aura lieu le 16 juin 2020, c'est-à-dire demain. Alors le titre de cette session d'échange, c'est Covid-19, tirer les leçons managériales de la crise. Les thèmes ou les questions qui seront posées, c'est comment les dirigeants d'entreprise et les salariés perçoivent-ils cette période de crise ? Quelles sont les nouvelles pratiques mises en place dans le cadre du confinement et de la gestion de crise qui peuvent être transportées dans un cadre de travail normal ? Comment tirer des leçons constructives de la crise pour faire évoluer les méthodes managériales de manière efficiente ? Les résultats de l'enquête qualité de vie du dirigeant et du baromètre perception du climat de travail en entreprise réalisés auprès de salariés lors de la période de confinement seront présentés lors de cette séquence. Armelle Carminati-Rabas, présidente du comité entreprise inclusive du MEDEF, et Éric Albert, fondateur et dirigeant du cabinet Outside, en seront les animateurs. Pour en savoir plus et surtout pour pouvoir participer, écoutez, vous allez sur le compte Facebook du Mouvement des entreprises du Val d'Oise, le MEVO, et vous tapez MEVO, MEDEF 95 et vous allez arriver sur leur site avec toutes ces informations. Alors c'est vrai que le confinement a quand même modifié
les conditions de travail avec beaucoup de télétravail et qu'on voit en fait fleurir ça et là beaucoup de textes, voire même des livres qui commencent à sortir sur le management à distance. Jean Suzinska, vous faites un commentaire ? Oui, très court. Ce que je retiens de cette période, c'est que de nombreux entrepreneurs et des PME ont essayé de faire preuve d'une grande bienveillance pendant la période de confinement en accommodant en fait leurs salariés et leur permettant de rester à la maison et en faisant ça d'éviter finalement de propager ce virus. Le télétravail qui restait un peu un tabou ou quelque chose de difficile à toucher est devenu une réalité dans notre pays. Une réalité qui est entrée dans le droit du travail depuis quelques années et qui va, je pense, se répandre dans les années à venir sans avoir à attendre une prochaine épidémie. Ben, j'espère, oui. Tout le monde l'espère aussi. Alors écoutez, merci beaucoup pour ces commentaires. Et voilà, nous avons fini la rubrique sur les infos du jour et puis je vous propose une autre pause musicale. À tout de suite. Tu m'as mis mon casque, non ? C'est ce que... Comment ? Je n'ai pas compris le signe. De se rapprocher. Ah oui, d'accord, je suis trop loin. Bon, les gens montrent le volume. C'est ce qu'on souhaite, non ? On est déjà Philippe. C'est sympa comme musique, Philippe, non ? Comment? C'est sympa comme musique. Ouais. C'est un peu dark. C'est dark. C'est un peu western, je trouve. Ah là, oui. Ouais. Je m'attends à voir Clint Eastwood débarquer avec... Ou peut-être un peu Kill Bill. Oh, Kill Bill, ouais, Tarantino. Ouais. Il y a un petit... Bon, ça va. Ah, c'est super. Bon. C'est encore mieux quand on va se tutoyer. Non, c'est mieux Quand c'est toi qui non, parles. moi je trouve que c'est mieux quand Non, non, c'est toi c'est qui agréable. Je peux vous tutoyer aussi ? Ah oui, avec plaisir. Pas à la radio. Pas à la radio. C'est bien. Quand tu veux, hein, t'inquiète pas comme ça. Oui, parce que là, on peut faire 1 heure. Ah ouais, ouais. Nous voilà de retour donc au bar de l'économie. Je rappelle qu'aujourd'hui nous sommes avec Hakim Zaoui, qui est restaurateur à Persan de la table méditerranéenne, Sophie Gabillot, avocate au barreau de Paris spécialisée en commerce international et plus particulièrement avec les pays sous sanctions, et Jean Suzinska, qui est collaborateur parlementaire au Sénat, professeur de relations internationales, diplomatie à Sciences Po. Alors pour ceux qui suivent l'émission en live, vous ne voyez à l'écran que Sophie Gabillot et Jean Suzinska, tout simplement parce qu'on respecte aussi nous les règles sanitaires, mais Hakim Zaoui est tout près de nous et il écoute cette émission en direct. Alors Jean Suzinska, lorsque nous avions préparé l'émission la première fois, nous avions convenu de parler de relations internationales, bien sûr, et plus particulièrement des États-Unis, et cela c'était avant l'événement qui s'était passé à Minneapolis le 25 mai dernier. Et puis l'actualité nous a rattrapés avec la mort de George Floyd. Nous avons vu le mouvement Black Lives Matter, entre autres, réagir fortement à ce sujet, a pris très très vite une dimension internationale avec des réactions dans de nombreux pays. Alors, peut-être qu'on pourrait commencer l'interview en disant quelques mots sur ce mouvement Black Matters Life, qui veut dire les vies noires comptent, et qui est né aux États-Unis en 2013 à travers le média social Twitter. Oui, tout à fait. Alors, c'est un mouvement qui est né le 13 juillet 2013 et on va dire la personne qui l'a porté à ce moment-là, qui s'appelle Alicia Garza, est une poétesse noire américaine, avait fait un tweet tout simplement en disant que toutes les vies comptent, et dans la fin du tweet, elle avait rajouté « nos vies comptent » pour parler à la communauté afro-américaine. Et une des personnes lui ayant répondu a dit en effet BLM, hashtag BLM, donc ce fameux hashtag Black Lives Matter, les vies noires comptent aussi. C'est un mouvement qui a grandi depuis 2013, qui est devenu aujourd'hui un mouvement transfrontalier, c'est-à-dire que sous l'égide de BLM viennent se rallier de multiples causes qui des fois n'ont pas forcément tout à fait à voir avec ce qui se passe dans la société américaine, mais c'est un mouvement qui, derrière ce drapeau, cet étendard,
est parvenu à rallier tout un tas d'injustices, des injustices raciales, des injustices sociétales, et on les voit aujourd'hui dans ces différentes manifestations dans tous les pays européens. Finalement, derrière le mouvement Black Lives Matter se cachent des réalités locales. En France, ça a pris finalement la couleur du meurtre, ou en tout cas des soupçons de meurtre d'Adama Traoré. Oui, alors c'est vrai qu'il y a eu des liaisons très fortes, il y a eu des manifestations en France, il y a eu des manifestations aussi à Londres, on pourrait éventuellement en parler. Mais est-ce que ça veut dire aussi que la lutte contre le racisme est toujours présente? Alors, bien entendu, la lutte contre le racisme est toujours présente, et la lutte contre toutes les formes de racisme est toujours présente. On le voit, et je pense qu'elle va s'inviter dans les prochaines échéances électorales plus fort que jamais. Aujourd'hui, les communautés, quand je parle des communautés, bien entendu, c'est des communautés ethniques, religieuses, culturelles, sociales. N'importe qui aujourd'hui peut créer sa propre communauté sur les réseaux sociaux. Les communautés ont trouvé justement le média social comme étant le porte-voix de leurs demandes. Et on le voit aujourd'hui, les élections se passent plus que jamais sur les réseaux sociaux. Le réseau social est devenu le fameux forum. C'est la place finalement où on parle, on discute de ce qu'on souhaite pour son groupe, pour sa tribu, pour sa famille. Et c'est la place justement où les candidats de plus en plus, on le voit, utilisent ce fameux champ de parole pour pouvoir récolter les voix. Alors quand je vous ai présenté pour nos éditeurs, j'ai bien dit que vous travaillez avec un sénateur, donc vous êtes dans ce milieu politique. Et ce que je voudrais, c'est vous entendre sur votre analyse de la situation, et est-ce que vous pouvez nous décoder, entre guillemets, le lien évident qui existe entre actualité et politique? Oui, bien entendu. En fait, si vous voulez, aujourd'hui, on a tendance à penser que les politiques sautent de sujet en sujet, et c'est vrai que le mouvement Black Lives Matter a ressurgi en France par un fait divers horrible, qui est le meurtre de George Floyd. On voit aujourd'hui que chaque politique a son avis bien, on va dire, bien fondé sur la question et a une solution. Ce qu'il y a, c'est que, on en a parlé en préparant l'émission ensemble, il ne faut pas forcément confondre et comparer ce qui se passe aux États-Unis, comme je vous le disais, en Allemagne, en Angleterre, et ce qui se passe en France. En France, le racisme, le fameux délit de faciès, pour reprendre un petit peu les raisons en fait de la colère du peuple envers la police, n'a rien à voir avec ce qui se passe aux États-Unis, où en effet, on s'en rend compte, plus de 2/3 des personnes qui sont malheureusement tuées lors d'un contrôle de police sont des personnes noires. En France, on n'en est pas du tout à ce chiffre-là, et surtout, fort heureusement, on ne peut pas comparer le chiffre de personnes qui sont malheureusement mortes lors d'un contrôle de police avec celui des États-Unis. Donc les raisons, en fait, si vous voulez, ont à voir avec l'histoire qu'a notre pays, peut-être son rôle en tant que pays colonisateur, son rôle en tant que pays hôte, son pays de migration, alors que pour les États-Unis, on parle de quelque chose de très différent. Oui, et tout cela dans un contexte américain qui est quand même particulier, avec les perspectives des élections dans quelques mois et les positions fortes et affirmées que prend Donald Trump. Vous le dites, et ça a à voir, ça a un lien direct avec votre question précédente. Aux États-Unis, on a un président qui, peut-être pour la première fois depuis des décennies, exacerbe en fait finalement les différences et les luttes entre les communautés. On a un président qui ouvertement se permet de tweeter, c'est son porte-voix finalement, et de se dire, bah tiens, on va dire, tiens, la moitié de ma population est contre moi, l'autre moitié est pour moi, eh bien on va demander à l'armée d'intervenir, et puis on va dire à l'armée, allez-y, détruisez-les. Détruisez-les, ça veut dire ne laissez pas la possibilité aux gens qui manifestent dans la rue de façon paisible de dire un petit peu pourquoi ils revendiquent et ce qu'ils souhaitent. C'est quelque chose sans précédent. Mais ça ne nous étonne pas de la part de Trump finalement, puisque c'est un homme imprévisible, c'est un homme qui est difficile à cerner. Beaucoup de gens l'ont comparé à Richard Nixon, qu'on avait qualifié de fou, cette fameuse théorie du fou, le Madman Approach, où finalement on a un président qui dit tout et son contraire. On a un président qui peut un jour serrer la main d'Emmanuel Macron et le lendemain lui imposer des sanctions sans précédent.
ce qui se passe aujourd'hui dans la société américaine et dans ce mouvement-là n'est finalement qu'une continuité de sa politique imprévisible. Alors, je voudrais revenir sur un point avec Donald Trump, parce qu'il a été, je crois, on peut le lire, le premier président, vous l'avez évoqué, à utiliser de manière fréquente et régulière les réseaux sociaux, utilisant parfois des informations dites fake, c'est-à-dire des fausses informations. Vous pouvez poursuivre et donner votre éclairage sur cette façon de faire, cette façon de communiquer, qui est aussi très particulière aux États-Unis dans un contexte américain. Alors tout à fait, ce qui est passionnant avec Donald Trump, c'est que ça a été le premier à s'en plaindre. C'est-à-dire que quelques jours après son élection, c'est lui qui a sorti ce fameux hashtag fake news qui a été repris partout dans le monde et qui aujourd'hui est devenu quasiment un synonyme de bonjour, si on le voulait. On ne voit pas de tweets sans qu'on voit ce fameux fake news ou fausse information, ou infox comme on peut dire en français. Donald Trump en fait aime à diviser. Il aime à diviser et il aime finalement à pointer du doigt l'intelligentsia et la presse nord-américaine de la côte Est en se disant finalement défenseur de l'américain moyen, l'américain qu'on peut retrouver justement un peu dans l'Amérique du centre des États-Unis qui a voté pour Donald Trump, son électorat de base, en disant écoutez, aujourd'hui il y a différents médias sociaux qui vont vous dire tout un tas de choses, moi je vais dénoncer les fausses informations. Toutefois, pour les médias, on va dire, un peu plus traditionnels et qui ont une réputation établie, comme le New York Times, le Washington Post, mais on peut faire la comparaison avec Le Monde dans notre pays, ce que ces médias disent aujourd'hui, c'est qu'il est difficile pour eux de communiquer tant le président, avec ses 70 millions de followers, est capable finalement de les écraser d'un tweet. Ça, c'est sans précédent. Alors, ce qu'a fait Twitter, et je vais essayer de l'expliquer très rapidement, c'est que pour la toute première fois dans l'histoire des réseaux sociaux, Twitter s'est permis de dénoncer un tweet de Donald Trump en indiquant que ses propos pouvaient peut-être prêter à confusion et qu'on pouvait faire une sorte de fact-checking, c'est-à-dire de vérifier la véracité des propos en cliquant sous un lien d'un tweet de Donald Trump. Ça a créé un scandale d'État et bien entendu aujourd'hui Donald Trump ne peut pas se permettre d'aller sans Twitter parce que Twitter finalement c'est sa première base pour la campagne 2020. Oui, on voit que entre guillemets, les règles de communication ont changé, elles sont beaucoup plus volatiles, beaucoup plus directes. Il y a une accélération en fait de l'information et ce que vous dites, c'est qu'on découvre de nouvelles choses, je n'allais pas dire quotidiennement, mais régulièrement en tout cas. Alors dites-nous, si on prend un peu de recul, on voit que c'est une mondialisation, et j'utilise volontairement ce terme, qui englobe à la fois l'économique, le politique et le social. Alors je sais que vous n'avez pas de boule de cristal, mais pour vous, quelles sont les perspectives qu'on peut y attendre ? Alors, je vais reprendre ce que je disais juste avant. Je pense que les réseaux sociaux seront une des principales plateformes des élections américaines en 2020, qu'il faudra les surveiller, puisqu'on a vu que lors de l'élection 2016, des médias sociaux étrangers, russes particulièrement, peut-être chinois demain, vont s'interférer dans ces processus d'élection démocratique. Pour nous en France, je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir surveiller avec une grande attention parce qu'on parle des pays étrangers qui peuvent interférer dans nos processus décisionnels, mais on n'est pas non plus à l'abri de candidats, y compris en France, qui peuvent faire de la désinformation. Et moi, je loue vraiment toutes les plateformes, y compris les radios et les télévisions et les médias français, qui aujourd'hui ont compris qu'il était important de vérifier finalement les dires des politiques en rétablissant la vérité. C'est une chose très importante. Donc ce que je peux dire aux auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui, c'est que quand vous prenez votre décision et que vous décidez de voter pour un candidat ou pour un autre, au-delà des déclarations partisanes, des sites internet qui sont montés finalement un petit peu comme des organes de propagande, je vous encourage à vous informer, à comparer les sources, y compris auprès de médias auprès desquels vous ne lisez absolument jamais. Allez ouvrir des médias différents qui vous proposent une analyse peut-être complémentaire et qui vous permettent justement de ne pas rester dans un cercle un petit peu vicieux d'une seule source d'information qui pourrait être erronée et qui pourrait vous faire prendre une mauvaise décision. Très bien. Alors, ce que vous nous dites, c'est qu'en fait, on reste dans le schéma où ce qui est en train de se passer aux États-Unis peut venir déferler en Europe et également en France. Alors, c'est vrai qu'on a tendance à dire ce qui se passe aux États-Unis, c'est ce qui va se passer en France quelques années plus tard.
quelques années, il se raccourcit de plus en plus. C'est pour autant pas la même culture. C'est pas si simple en fait. C'est copier-coller entre les États-Unis et la France. Ça ne l'est pas, mais finalement, regardez, on a tous été confinés pendant très longtemps et qu'est-ce qu'on a consommé pendant notre période de confinement? On peut tous se poser la question. On a consommé du Facebook, on a consommé du Twitter, on a consommé du Netflix. Qu'est-ce qu'on a consommé qui n'était pas américain? On peut tous se poser la question finalement. Donc, quelque part, il y a une américanisation de la société, qu'on le veuille ou non. Encore une fois, je reviens à ce que je disais auparavant, c'est à nous finalement d'ouvrir des fenêtres, d'ouvrir nos horizons à d'autres types de médias pour pouvoir avoir à la fin de la journée un repas sain et équilibré. Il n'est pas interdit d'aller manger au McDonald's, il n'est pas interdit de prendre un sundae comme glace, mais le lendemain, vous pouvez manger une salade qui a poussé à quelques kilomètres de chez vous. Très bien. Alors, j'ai une question aussi concernant nos sénateurs, puisque vous les côtoyez de près. Quelles sont leurs préoccupations sur l'après-Covid en France, sachant que d'une part, il y a les centaines de milliers d'emplois, on parle déjà de 500 000 emplois qui ont été perdus. D'autre part, il y a les plans de soutien du gouvernement qui ont été lancés avec plusieurs milliards dans les différents secteurs d'activité. C'est quoi leurs préoccupations? Et pour justement revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, pour éviter qu'on pense qu'ils sautent d'un sujet à l'autre en fonction de l'actualité, en fonction de ce qui sort, en fonction de la communication qui est donnée. Alors le Sénat a un rôle très important en France et pas simplement sous cette mandature. Le Sénat a toujours été un contre-pouvoir et un lieu finalement où on essaye un petit peu d'améliorer la loi qui a été pensée peut-être des fois pour des raisons électoralistes, en y apportant de la distance, en y apportant une observation transpartisane, certes, mais en tout cas un vrai contre-pouvoir, puisque de tout temps, le Sénat a toujours eu des groupes d'influence assez forts de partis qui ne faisaient pas partie justement du parti au pouvoir en France. Aujourd'hui, les sénateurs veulent exister, veulent montrer aux Français qu'ils sont finalement une émanation de leurs élus locaux. Ce sont les élus locaux, les grands électeurs qui votent pour les sénateurs. Et les sénateurs veulent être au plus proche de leur territoire. Donc moi qui ai la chance de travailler pour un sénateur dont le territoire est le Val d'Oise, je le vois tous les jours. Sa préoccupation quand il se lève le matin, c'est de faire en sorte que toutes les victimes du Covid, les gens qui ont malheureusement eu affaire avec cette maladie, et puis les dommages collatéraux, c'est-à-dire les gens qui ont perdu leur travail, les gens qui ont été confinés et qui peuvent se retrouver face à des difficultés immenses, puissent être finalement reconnus demain par le gouvernement et bénéficier eux aussi, tout à chacun, de l'aide nationale. Ce qui est important pour les sénateurs aujourd'hui, finalement, c'est de se projeter sur des choses, on va dire, importantes. Le bon déroulement du deuxième tour des municipales, ça c'est quelque chose de primordial. Et puis, comme l'a dit le président Macron hier soir, de pouvoir peser sur les décisions qui vont être prises ces prochains mois, et je pense à partir de la rentrée. Le président Macron a annoncé qu'il souhaitait consulter le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Il se trouve que le président du Sénat, Gérard Larcher, est un républicain, va peut-être apporter quelque chose de différent. Ce qu'on espère, nous, en tant que collaborateurs, en tant que Français, mais aussi, je pense, ce qu'espèrent les sénateurs, c'est que le Sénat soit un peu plus écouté et qu'il puisse lui aussi peser sur la loi, de manière à ce que toutes les lois qui sont pondues par nos gouvernements successifs, j'ai envie de vous dire, ne le soient pas simplement en tant que finalement émanation du pouvoir présidentiel, mais qu'ils proviennent aussi des élus du peuple. Oui, je trouve que c'est bien ce que vous dites, de montrer en fait le rôle du sénateur et du Sénat, qui de par sa position doit donner un rapport d'équilibre avec toutes les décisions qui se prennent, et on sait que les mandatures sont différentes, les électeurs ne sont pas les mêmes, vous l'avez cité, c'est des grands électeurs. La durée pendant laquelle un sénateur de mémoire, c'est 9 ans. 6 ans. C'est 6 ans, donc vous voyez, j'avais un peu de retard, ça a changé. Et donc c'est important d'avoir cette balance. Et d'autre part, ce qui est important aussi à relever, c'est qu'ils sont préoccupés du quotidien des Français. Donc là, il y a les élections, bon, c'est le second tour, mais ils sont préoccupés du quotidien des Français, de ce qui leur arrive, et de faire aussi des propositions pour voir comment la France peut redémarrer. Et tout à fait, et je parle de mon sénateur, mais je peux parler des sénateurs en général et des parlementaires. Vous savez, on a tous des parlementaires qui nous représentent dans nos départements.
pour beaucoup de gens, y compris moi, avant d'être collaborateur parlementaire, ça me semblait être des personnes extrêmement éloignées du peuple, mais peut-être parce que je m'en étais pas rapproché. Tout simplement, je peux vous dire que dans mon travail quotidien, on reçoit entre 50 et 60 mails, et je ne vous raconte pas le nombre de coups de téléphone par jour. Tous sont lus, la majorité sont répondus, et ça débouche assez souvent sur des rendez-vous qui permettent de comprendre la situation et, le cas échéant, de donner un coup de pouce, en tout cas un porte-voix. On l'a fait par exemple, on a beaucoup parlé de la loi qui a été votée il y a peu de temps pour les diverses mesures permettant d'aider les différents pans de la société à se remettre du Covid-19. Le Sénat a introduit un amendement qui est un amendement majoritaire. Les intermittents du spectacle n'avaient pas été pris en compte. Grâce aux sénateurs, les intermittents du spectacle ont été ajoutés à la loi. Et je pense à beaucoup d'autres exemples qui font qu'aujourd'hui, avoir un bicamérisme en France fait toujours du sens. Ouais. Alors, j'ai une dernière question pour clôturer notre entretien, Jean-Suzanne Anska. Je vais revenir sur les relations avec les États-Unis. Comment vous voyez-vous évoluer les relations États-Unis-Europe et plus particulièrement avec la France ? Alors moi, je suis très préoccupé. Je suis professeur de relations internationales et de diplomatie. J'ai vu à l'élection de Donald Trump un phénomène sans précédent dans l'histoire de nos relations. Vous savez que la France et les États-Unis sont amis et alliés depuis plus de 200 ans. Ce sont quasiment les deux plus anciennes démocraties au monde avec l'Inde. Et pour la toute première fois dans l'histoire des relations entre nos deux pays, l'élection de Donald Trump a tout de suite, immédiatement coïncidé avec le changement de plus de 60% des diplomates qui étaient en poste à Paris. Alors vous vous imaginez pour la France qui travaille avec un de ses plus grands alliés, pour le ministère des Affaires étrangères, mais aussi pour les ambassades de France partout dans le monde et à Washington, devoir remettre en fait à plat des centaines d'années, en tout cas des dizaines d'années d'accords bilatéraux, tout simplement parce qu'un président juge, peut-être à raison ou à tort, qu'il a besoin d'avoir des personnes de confiance le représentant partout dans le monde. On va dire quand même qu'a priori, un diplomate n'est pas censé avoir de couleur partisane. Donc aujourd'hui, je suis préoccupé parce que je vois un président américain qui change d'avis quasiment comme il changerait de slip ou de chemise. On voit un président américain qui se permet de casser des alliances et de casser du bois sur le dos de pays qui lui sont complètement favorables. Le dernier exemple en date, c'est la chancelière Angela Merkel qui décide de ne pas être présente au G7. C'est pas forcément un pied de nez à Donald Trump, mais dans la situation que vivaient tous les pays européens, elle a jugé plus utile d'être présente en Allemagne et de pouvoir répondre aux demandes de ses concitoyens. Et puis, le président Donald Trump lui dit très bien, un œil pour un œil, une dent pour une dent. Sur les 40 000 soldats américains stationnés en Allemagne, on va en retirer 15 000. Voilà. C'est ce que je vais faire, c'est mon caprice de président finalement. Alors imaginez-vous comment naviguer dans les relations européano-américaines avec un président aussi imprévisible. Je vous parlais tout à l'heure du fameux Madman Approach. Pour moi, j'ai beaucoup de craintes et je regarde les élections 2020 avec une certaine anxiété, puisqu'on voit l'émergence de puissances, de contre-pouvoirs aux États-Unis, ce qui peut être un bien. Le multilatéralisme est quelque chose de très bon, qui peut prévenir la guerre. Aujourd'hui, les États-Unis peuvent tout à fait devenir, non pas notre meilleur ami, mais notre meilleur ennemi. Donc beaucoup de questions, de l'inquiétude et beaucoup de questions sur l'avenir et avec une première réponse lors des prochaines élections en fin d'année. En tout cas, Jean-Suzanne Anska, merci pour cette interview et merci pour vous être livré avec franchise et sans langue de bois sur des sujets qui ne sont pas toujours faciles à traiter. Merci. Alors je sais que vous devez nous quitter pour retrouver le sénateur du Val-d'Oise, Sébastien Meurant. Nous vous souhaitons une très très bonne journée et sachez que ça sera toujours avec plaisir que vous pourrez revenir parler à ce micro. Merci à vous. Alors avant de poursuivre l'émission en parlant de commerce avec des pays sous sanctions, on verra tout ça en détail, eh bien je vous propose une pause musicale. Bon, c'est vrai, j'ai pas dit trop de conneries. On est pas mal. Superbe. Hein? Un timing de géant. C'était C'est compréhensible. du talent. Moi, bah, oui. Ça allait, oui. Philippe, c'était clair, t'as écouté ou pas? Non, mais
Bah oui. Je suis embêté avec des logiciels qui veulent pas s'installer. alors. Mais ça Mais allait. super, Oui, ah bah bon. oui. Non, Mais Sinon, j'étais à le fond. son- le son- Parce que j'ai des Ça idées va qui beaucoup a- se répondre en fait. Ouais, non, J'ai mais- des idées qui arrivent en tête et puis je me dis bon, il faut faire attention parce C'est que ça très va clair. développer. Je sais qu'il y a une ou deux questions, j'étais un peu long. J'espère que c'était pas non plus. c'était bien, mais c'est vrai que les questions, soporifique. on peut faire Bien un sûr. quart d'heure par Ouais. question, quoi. Donc, Ça mais t'a mais convenu, c'était toi? bien. Oui, c'était Oui, très bon, bien. parfait. Très bien. Moi, j'ai trouvé ça Bon, super. et ben écoutez, avec Ouais. grand plaisir, je garde le contact avec Oui. toi. Oui, D'accord. ça me Et ferait puis, très plein plaisir, de belles effectivement. choses C'est pour les mois à gentil, venir. c'est gentil. Bonne fin de journée. Entre Et puis bien. Dominique, un bel été et si nécessaire ou quand tu le On souhaites, reste en je participe contact. avec grand Ouais, plaisir. d'accord. S'il y a des commentaires sur l'actualité. Au revoir. Bonne journée. Merci, pareillement. Oui, là. Oui, oui, c'est pareil. De toute façon, tu es dans l'axe. Comment Bah non, ça va pas. C'est de la merde. C'est comme ça qu'on risque de faire abandonner. Oui, tout à fait. Voilà, le droit de dire ce que- Et je n'ai absolument rien dit. Oui, tout à J'ai fait. arrêté ma phrase. Je parlais d'autre chose, un autre sujet. C'est pas de mon goût. On finira peut-être un petit peu plus tôt. Oh, tu fais ce que tu veux, je mettrai de la gomme. Quand tu veux, hein, je suis prêt moi. Ah, d'accord. Ah ouais, là. Et Sophie, tu es prête? Oui. Alors. Eh bien, vous voilà de retour au bar de l'économie. Alors, je rappelle qu'aujourd'hui, nous recevons Hakim Zaoui, qui est restaurateur à Persan de la table méditerranéenne, Jean Studzinska, qui est collaborateur parlementaire au Sénat, professeur de relations internationales et diplomatie à Sciences Po, et Sophie Gabillot, avocate au barreau de Paris, spécialisée en commerce international et plus particulièrement avec les pays sous sanctions. Alors, Sophie Gabillot, nous allons faire notre interview. Avant de parler de votre rôle en tant qu'avocate auprès de clients qui commercent ou qui souhaitent commercer avec les pays sous sanctions, on pourrait peut-être commencer, et je souhaiterais en savoir un peu plus sur vous et ce qui vous a conduit à vous spécialiser dans ce domaine. Vous avez une expérience internationale, parlez-nous-en. Oui, alors c'est le premier cabinet dans lequel j'ai travaillé en fait en 2013, qui avait pour clients des États anciennement sous embargo. Et dont l'Irak par exemple, et qui m'a amené à devoir me familiariser puisque l'embargo est un type en fait de régime de sanctions, le type le plus strict, l'embargo total. Et donc j'ai dû me familiariser avec cette matière qui, je dois le dire, est encore aujourd'hui très peu enseignée dans les facultés de droit. Et après avoir travaillé avec ces pays, la majorité du temps pour récupérer leurs avoirs gelés, qui ne l'étaient plus du fait de la levée de ces embargos, j'ai ensuite eu la chance de participer aux négociations des premiers contrats qui se sont signés à la suite de l'accord de Vienne, appelé également JCPOA ou encore accord sur le nucléaire avec l'Iran. Et donc j'ai participé aux négociations des grands groupes français qui décidaient de repartir à la conquête du marché iranien ou tout simplement de conquérir pour la première fois le marché iranien. Et ensuite, j'ai été amenée à partir installer la filiale de ce cabinet à Téhéran sur place. Et c'est là où j'ai continué effectivement à approfondir le sujet des sanctions. Alors, tout ça s'est fait, j'ai l'impression, un petit peu par opportunité, je dirais pas par hasard, mais plutôt par opportunité. Mais alors, à quel moment vous vous êtes dit, bah tiens, je vais être spécialiste du commerce avec les pays sous sanctions? Je parle d'un point de vue juridique, bien sûr. Hein. Oui. Alors, d'un point de vue juridique, mais la réponse est plus factuelle que ça, puisque c'est, je pense, l'élection de Donald Trump et la suite de l'aventure sanctions en Iran qui m'a donné envie de poursuivre dans cette matière, puisque je me suis rendu compte qu'en fait, les sanctions, c'était une nébuleuse, que peu de personnes les maîtrisaient. En particulier sur place, j'ai naturellement les diplomates, les sections économiques, les chambres de commerce qui me posaient des questions puisqu'elles étaient inquiètes de la vie et de la manière dont elles devaient aiguiller les sociétés de leur pays qui étaient sur place ou qui travaillaient avec des sociétés iraniennes. Au vu des annonces de Donald Trump qui devenaient de plus en plus intempestives sur une menace de réimposition des sanctions, il était difficile pour eux de savoir comment conseiller leur société et comment les protéger. Donc j'avais mis en place à l'époque avec mon équipe un petit déjeuner mensuel et je décryptais en fait la réalité, la valeur juridique des annonces de Trump
et les conséquences juridiques et les conséquences pratiques qu'elle devait avoir sur les sociétés qui étaient inquiètes sur place, sur l'avenir de leurs affaires en Iran. Alors, on en parlera probablement par la suite, mais c'est vrai que la position de Donald Trump face à l'Iran, elle a déstabilisé quand même beaucoup de choses au niveau international. Je dirais même pas en Iran, mais dans les relations avec les pays européens et avec la France. On en parlera probablement tout à l'heure. Mais avant d'en parler, moi, ce que je souhaiterais aussi pour nos auditeurs, c'est que vous nous disiez concrètement, quand on parle d'un pays sous sanction, c'est quoi un pays sous sanction et quel type de sanctions existe-t-il ? Oui, alors les sanctions, en fait, ce qu'on appelle sanctions internationales dans le langage courant ou ce qui est relayé par la presse, ce sont des mesures restrictives financières, économiques ou commerciales qui sont prises par des pouvoirs souverains ou des organisations internationales à l'encontre de cibles qui sont des États ou bien des groupes d'individus dans des États pour mettre une pression et pour que ces cibles changent de comportement, rectifient leur comportement. Parfois, ça peut être pour régler un litige commercial, tout simplement, ou plus grand encore, l'objectif peut être de changer le régime du pays ou changer sa politique interne ou à l'étranger. Pour reprendre un terme qui est utilisé, est-ce qu'on peut dire qu'en fait c'est une nouvelle arme de la guerre économique entre pays ? Oui, alors c'est ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous me demandiez quel était l'objectif de ces sanctions, cet objectif, il était au départ un outil de pacification. Ah oui. Oui, il était là pour trouver une solution, une alternative au conflit armé. Trouver une solution avec un pays qui posait des difficultés différentes que le conflit armé. Et donc, on est passé d'une certaine manière d'une arme de pacification à une arme, c'est peut-être un mot un petit peu difficile, un petit peu dur, mais un outil de guerre économique. Oui, c'est ça. C'est intéressant que vous reliez ce point-là. C'est en fait l'évolution de je dirais du but au départ qui était un but de pacification et qui devient aujourd'hui effectivement un outil beaucoup plus de confrontation. Et on le voit dans les différentes positions qui sont prises. En fait, les deux grands pourvoyeurs de sanctions, ce sont les États-Unis et l'ONU. Oui. Et quels sont, alors, je vais vous laisser développer. Et quels sont les pays qui sont le plus concernés concrètement pour nos éditeurs ? Alors, principalement, il faut se dire quand même qu'on a aujourd'hui plus de 30 pays qui sont visés par au moins une mesure restrictive qu'on appelle sanction internationale. C'est beaucoup. Plus de 30 pays. Oui, oui, on ne s'en rend pas compte, mais en fait, ça touche beaucoup de pays. Il y a plus de 200 mesures qui ont été prises de régime de sanctions depuis le début de la vie des sanctions internationales. Alors, 30 pays, vous pouvez nous citer les Donc, principaux ? les principaux, l'Iran, le Venezuela, la Russie, après son élection avec la Crimée en 2014, ou encore la Corée. Et vous avez le Zimbabwe. La Corée du Nord ? La Corée du Nord. La Corée du Nord. D'accord. Et en fait, et l'ONU, quel est son but en fait ? Pourquoi l'ONU est aussi un grand pourvoyeur de sanctions ? Alors l'objectif de l'ONU, c'est vraiment la pacification, cette alternative. Et l'ONU, qui était donc c'était la Société des Nations, c'était au tout début du XXe siècle qu'elle a commencé à utiliser cet outil. Et c'est donc le pourvoyeur historique et d'origine des sanctions. Puis comme vous le disiez, alors depuis ces dernières années, les États-Unis se sont mis à utiliser cet outil de plus en plus. À l'inverse des sanctions onusiennes, qu'on appelle sanctions multilatérales, puisque ce sont plusieurs puissances qui se mettent d'accord pour imposer une sanction sur un pays, les sanctions américaines sont ce qu'on appelle des sanctions unilatérales. Raison pour laquelle elles sont bien plus critiquées, puisqu'elles ne devraient toucher que leur société, mais la centralité du dollar dans le système financier fait que ces sanctions qui ont beau être unilatérales ont des conséquences internationales et touchent d'autres entreprises que les seules entreprises américaines. L'Union européenne aussi est un pourvoyeur important de sanctions. Ah oui. Oui, alors l'exemple c'est celui des sanctions à l'encontre de la Russie après l'annexion de la Crimée en 2014. Alors prenons un exemple concret pour voir comment ça fonctionne. Prenons la France. Vous pouvez nous donner des exemples récents, bon je sais qu'il y en a sur l'Iran, mais pouvez nous les préciser, des exemples récents où des sociétés françaises ont été concernées avec des conséquences importantes qui s'en sont suivies ?
Les exemples qui ont été le plus relayés par la presse, me semble-t-il, sont ceux des groupes français automobiles Renault et PSA qui ont été effectivement contraints. Après quelques hésitations et quelques tentatives, ils ont été contraints de quitter effectivement l'Iran, ce marché qu'ils venaient de reconquérir, peu de temps après la réimposition en mai 2018 des sanctions de manière unilatérale par les États-Unis. Et là, vous le rappelez bien, en fait, c'est une décision unilatérale des États-Unis qui a été imposée à l'Iran, mais qui a été aussi imposée aux entreprises européennes. Oui, alors pas imposée de manière juridique, en ce sens où l'extraterritorialité du régime de sanctions américain est à discuter, puisqu'elle n'existe pas vraiment en droit, mais elle existe en fait, effectivement, puis par une pression économique et une menaces, peur. Par des menaces économiques. Voilà, tout à fait. Pays, hein. Donc ça c'est assez important. Et d'après vous, qui avez travaillé avec sociétés, comment elles ont réagi face à ces positions qui ont été prises, puisqu'elles ont dû revoir complètement leur stratégie, je pense? Oui, dans un premier temps, elles ont tenté d'analyser justement quelle était la réalité du risque de la sanction américaine réimposée, avec des déclarations de la part de l'Union européenne et de la France en particulier qui dénonçaient ce retrait unilatéral d'un accord international, ce retrait d'une certaine manière juridiquement sans légitimité, puisque l'Iran à ce moment-là continuait de respecter ses engagements de l'accord du nucléaire. Et malgré une analyse juridique qui pouvait limiter, je dirais, la possibilité de l'imposition des sanctions américaines sur ces groupes, la décision a été, je pense, plus liée au fait qu'il n'y avait pas de possibilité de soutenir politiquement. L'Union européenne n'a pas pu soutenir autant qu'elle l'aurait souhaité ces groupes, et donc il a été décidé de partir de ce pays. C'est quand même l'exercice d'un beau rapport de force que expriment les États-Unis vis-à-vis de sa politique internationale avec les pays quand même. Absolument. Ouais. Alors dites-nous, vous nous avez parlé de l'Iran avec le cas de l'automobile, et on voit que l'économique est complètement imbriqué au politique et que l'économique en fait a plutôt subi les décisions politiques qui ont été prises, mais est-ce qu'il y a des secteurs d'activité qui sont plus particulièrement visés quand il y a des sanctions? Alors en fait, tout dépend du pays visé, puisque l'objectif de la sanction, c'est d'aller toucher à des secteurs d'activité stratégiques du pays. Donc en fonction du pays, vous aurez des secteurs, naturellement le secteur qui est le premier touché, puisque chaque pays est intéressé par ce secteur, c'est le secteur financier et bancaire. Les secteurs qui vont être touchés en dernier, et très souvent pas du tout touchés, ça va être le secteur humanitaire, parce qu'on estime quand même que chaque pays, même dans une situation délicate, et même si elle a besoin d'être mise sous pression, doit avoir quand même une caractéristique, doit continuer à être aidé par d'autres pays solidaires. Le secteur du médical et le secteur de l'agroalimentaire, ce sont les secteurs les moins touchés. Et entre ces deux types de secteurs, les plus touchés et les moins touchés, vous avez, en fonction de chaque pays, l'automobile, le pétrolier, le minier. Voilà. Alors je voudrais faire une petite intrusion en fait sur la situation actuelle avec le Covid-19, puisque le Covid-19 c'est quelque chose qui a touché l'ensemble des pays, l'ensemble de la planète. Est-ce que ça a eu des répercussions sur les relations entre les pays concernés par les sanctions? Tout à fait. Il y a eu d'abord, côté diplomatique, un appel du haut-commissaire de l'ONU à ce qu'il a appelé un cessez-le-feu des sanctions et une levée des sanctions qui n'a pas eu lieu, mais il y a eu cet appel diplomatique de dire... Un peu d'humanité dans tout ça? Voilà, c'est exactement ça, de dire là on est dans une situation où il faut être solidaire de ces pays sous sanctions, et donc il faut assouplir les régimes sous sanctions. Et puis, un exemple concret avec l'Iran où une première transaction a été faite sur du matériel médical par le biais de l'Instex. L'Instex qui a été une société qui a été créée juste après la réimposition des sanctions par les États-Unis. Cette société a été créée donc en janvier 2019 par le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne. Elle n'a enregistré aucune transaction pendant plus d'un an, ce qui a été fortement critiqué aussi bien par les sociétés européennes qui attendaient l'Instex de pouvoir soutenir les affaires avec l'Iran malgré la réimposition des sanctions américaines, que par l'Iran lui-même. Et donc là, on a vu une première transaction liée au Covid-19
Sur du matériel médical. Sur du matériel médical, donc nous attendons de voir la suite. Bah, écoutez, merci beaucoup pour ces précisions et cet éclairage. Alors maintenant, ce que je souhaiterais, c'est qu'on rentre un peu plus précisément dans votre rôle, c'est-à-dire, bon, vous êtes avocate, vous travaillez sur ces sujets-là. Eh ben, écoutez, à quel moment vous intervenez et comment vous intervenez? J'interviens parfois avant même que le projet soit mis en place, quand une société a dans l'intention de commercer avec un pays qu'il a réussi à identifier comme étant sous sanction. Et donc dans ces cas-là, je diligente un audit, je regarde un petit peu quel est le projet et j'explique quels sont les risques identifiés ou pas quand il n'y en a pas, parce qu'encore une fois, parfois, on peut vouloir travailler dans un pays sous sanction et réaliser que son secteur d'activité n'est pas, lui, sanctionné. Et dans ces cas-là, on peut y travailler librement avec certaines autres limites juridiques qu'il faut avoir en tête. J'interviens parfois au moment où le projet a commencé à être mis en place pour aider à la structuration du projet, valider la manière dont le projet va devoir être mis en place, négocier les contrats, m'assurer, encore une fois, que dans les contrats, on fait attention au sujet sanctions. Et j'interviens parfois a posteriori, une fois qu'il y a une difficulté qui s'est manifestée dans le commerce avec le pays sous sanction. Ça veut dire tout d'abord, bien sûr, que les entreprises françaises, en fait, ça veut dire qu'elles veulent se lancer à l'international ou qu'elles sont déjà lancées à l'international. Mais comment elles agissent concrètement déjà pour avoir une première information en se disant, bah, tiens, je vais commercer sur ce pays-là, mais il faut quand même qu'elles vérifient s'il est sous sanction ou pas. C'est le ministère des Affaires étrangères, qui est-ce qui leur donne ces informations? Tout à fait. Alors, vous avez de plus en plus dans les sociétés des départements qu'on appelle Compliance Regulatory, qui en français, si on donne une traduction française, puisqu'on aime bien quand même faire des traductions françaises des termes anglais, conformité et réglementation, et qui vont vérifier sur le site du ministère des Affaires étrangères, plus exactement sur le site du Trésor, le régime de sanctions en place. Et donc, c'est un premier pas et une première information qui leur est donnée, qui leur permet de savoir si le pays dans lequel elles vont travailler est ou non sous sanction. D'accord. Et alors, ces entreprises-là, quand elles viennent vous voir, elles vous disent quoi? Elles attendent quoi de vous? Elles attendent que je puisse leur dire si leur projet est ou non en conformité avec ces régimes de sanctions et vérifier que les personnes avec qui elles vont travailler ne sont pas, elles, sanctionnées, on parlait des sanctions sectorielles, beaucoup en parlant des secteurs d'activité, mais il y a aussi ce qu'on appelle des sanctions individuelles, qui là sont des sanctions, en fait ce sont des listes de sanctions, il y a des listes européennes de sanctions, la liste onusienne des sanctions, mais aussi la liste américaine qui est connue sous le nom de OFAC List, avec les listes, ce qu'on appelle SDN, bref, beaucoup de listes de personnes sanctionnées, et là ce sont des sanctions en fait individuelles, puisque ces personnes, il ne faut pas, d'après ces régimes de sanctions, travailler avec elles, parfois dans une certaine mesure, mais voilà, donc les sociétés ont besoin de savoir si oui ou non elles peuvent mettre en place le projet qu'elles ont avec le pays sous sanction. Alors, je sais que vous devez garantir le secret professionnel, bien qu'on ait envie, je pense que nos auditeurs auraient attendu cela, c'est que vous nous disiez, c'est qui vos clients et qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils commercent et sur quoi se fait le commerce et comment ça s'effectue. Bon, vous avez votre secret professionnel, mais est-ce que vous pouvez nous dire en fait si des secteurs d'activité sont plus particulièrement concernés? Et puis il y a quelques instants, on a évoqué l'automobile, qui sont des grands groupes internationaux. Mais est-ce que ça peut concerner aussi des PME, par exemple? Les secteurs pour lesquels j'ai été le plus sollicité sont celui dont on parlait, l'automobile, mais également l'aéronautique ou encore le pharmaceutique. Donc ce sont des secteurs très variés. Et concernant, j'ai aussi travaillé, mais je ne dirais pas effectivement les noms des clients, avec des ONG, donc pour faire ce qu'on appelle de l'advocacy, donc aller discourir pour tenter de modifier les régimes sous sanction et permettre qu'il y ait de l'humanitaire qui se fasse entre certains pays. Et concernant la taille des entreprises, effectivement, les PME sont même souvent moins frileuses et vont conquérir ces pays sous sanction, puisqu'elles ont un mode de décision au sein de leur société qui est moins lent, plus rapide. J'aime bien le moins lent.
Et donc, elles ont bien raison de se dire qu'elles vont réussir à conquérir avant les multinationales certains pays sous sanctions et prendre peut-être une part de marché qui leur seront reconnues aussi ensuite, puisque les pays s'en souviendront et qu'elles auront été les premières. Mais c'est vrai aussi que les PME sont moins armées, moins structurées, ont moins de ressources qu'elles dédicacent sur ces sujets-là. Et si vous aviez 1 ou 2 conseils à leur donner, que leur diriez-vous à ces petites et moyennes entreprises? De vérifier, la première chose, c'est effectivement de vérifier quel type de régime de sanctions est appliqué dans le pays dans lequel elles souhaitent travailler, puisqu'elles le savent. Et comment elles font alors pour ça? Eh bien, c'est dans un premier temps, effectivement, elles peuvent s'informer elles-mêmes et ensuite, naturellement, de prendre contact avec un cabinet de conseil, un cabinet d'avocats spécialisé en la matière. D'accord. Alors, je dis ça parce qu'en fait, le Val d'Oise, c'est un département qui a une activité commerciale qui est fort développée, je le rappelle pour nos éditeurs, et certaines entreprises pourraient être intéressées par votre expertise pour exporter leurs produits. Alors, pour vous contacter, comment elles font? Eh bien, soit elles viennent au 6 rue Saint-Louis en Lille, sur l'île Saint-Louis à Paris, soit elles vont tout simplement sur notre site internet qui est le www.lto-avocat.com, soit encore sur le LinkedIn. Eh bien, écoutez, Sophie Gabillot, merci pour toutes ces informations. Merci pour votre participation et pour les explications que vous nous avez données. C'était très passionnant, très captivant. Je suis cela a plu de nos auditeurs et nos auditrices. Nous allons le savoir. Alors non, ce que je voulais dire, c'était que nous verrons si nos auditeurs et nos auditrices ont été intéressés par tout ce que vous nous avez raconté, car en fait, ils nous laissent des commentaires sur Facebook ou sur YouTube. Donc on saura tout ça. Nous voilà au terme de notre émission. Un grand merci de nouveau à tous nos invités. Vous retrouverez le bar de l'économie demain mardi avec Jacqueline Voras. Pour ma part, je vous souhaite une belle et excellente journée à toutes et à tous. Ciao, ciao! Bon, j'ai fatigué sur la fin, j'ai commencé à pédaler dans la semoule. Désolée.